Depuis quelques temps, à force de voir fleurir un peu partout des débats sur l'antispécisme, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. D'abord, qu'est-ce que c'est? Sur quelle base éthique et scientifique ça s'appuie? Qu'est-ce que la science pense des êtres sensibles? Est-ce que les récentes études sur les plantes méritent qu'on s'y attarde un peu plus? Ces questions, qu'on soit pour ou contre le concept de l'antispécisme, je pense qu'il est important qu'on se les pose tous. À vous bien sûr d'y apposer vos propres réponses. Mais d'abord, si l'on veut faire les choses correctement, il nous faut commencer par revoir les bases. Avant tout, il faut définir ce qu'est le spécisme, qui est aussi par ailleurs appelé espécisme, et c'est déjà difficile. En fait, il n'y a pas une mais plusieurs définitions de cette idéologie. On peut commencer par celle du Robert 2017. Le spécisme est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces. C'est concis, mais ça porte à confusion. Permettez-moi d'être plus clair. L'une des premières définitions du spécisme, c'est celle du philosophe Peter Singer, à qui on doit la popularisation de la notion, mais pas sa création. Pour lui, le spécisme, c'est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Plus précis encore, il avance que c'est l'idée qu'il est juste de donner la préférence à des êtres uniquement pour la raison qu'ils sont membres de l'espèce Homo sapiens. Ces deux dernières définitions soulèvent plusieurs problèmes, puisqu'elles se limitent à une vision doublement anthropocentrée, voire ethnocentrée. C'est-à-dire que sa définition unilatérale est centrée sur nos cultures occidentales modernes, un problème puisque ça écarte toute autre forme potentielle de discrimination des espèces que l'on pourrait trouver dans d'autres cultures humaines. Par analogie, cela reviendrait d'une certaine manière à considérer qu'une société discriminant les hommes blancs ne serait ni sexiste ni raciste sous prétexte que notre société occidentale moderne a elle plus tendance à discriminer les femmes et les non-blancs. Pensée absurde si on s'intéresse à l'histoire des inégalités hors de notre continent et de notre époque. Le spécisme est une discrimination qui a été inventée par les humains pour justifier leur exploitation envers toutes les autres espèces. Ainsi, le spécisme anti-humain par les humains ne peut pas exister. C'est un non-sens. On ne peut pas être spéciste envers sa propre espèce. C'est absurde. Répétez après moi. Le spécisme anti-humain n'existe pas. Singer prétend que ne serait pas spéciste une culture qui accorderait par exemple plus d'importance aux chiens qu'aux autres animaux, y compris les humains. D'une autre manière, si nous rencontrions des extraterrestres doués de rationalité et que nous les placions sur le même piédestal que les humains, ce ne serait, selon cette définition, pas un acte spéciste. En fait, même si Singer est une des figures de proue des antispécistes, son point de vue est très loin de faire l'unanimité. Si l'on cherche une définition plus large, on peut se tourner vers celle de David Olivier, fondateur des cahiers antispécistes. Il écrit « Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme est à la race et ce que le sexisme est au sexe. Une discrimination basée sur l'espèce, presque toujours en faveur des membres de l'espèce humaine. » Dans un article plus récent, il propose aussi « Le spécisme est l'idée selon laquelle l'espèce d'un être constitue en soi un critère éthique valable. » Des définitions multiples donc, mais un quiproquo à éviter dans tous les cas. Le spécisme, ce n'est pas le fait d'utiliser le concept d'espèce pour établir une hiérarchie entre les êtres vivants. Pour saisir cette différence, il suffit d'imaginer une espèce d'extraterrestre dotée de capacités cognitives exhaustivement similaires à celles des humains. Penser que la vie de ces extraterrestres vaut moins que la vie d'un humain, ce serait spéciste, parce que basé uniquement sur l'appartenance à une espèce. A l'inverse, établir la hiérarchie vie d'un humain est supérieure à la vie d'un radis, si c'est basé non pas sur l'appartenance à l'espèce, mais sur les caractéristiques inhérentes à chacun des membres de ces espèces, ce n'est pas spéciste. Si vous êtes antispéciste et que vous désapprouvez cette affirmation, je serais curieux de connaître les modalités de votre vision. Ce qu'on peut dire, sans avoir peur de diviser, c'est que le spécisme tel qu'il est décrit ici, s'il est réel, on verra ça plus tard, semble poser un problème. Parce que la nature d'une espèce est un critère profondément arbitraire. Rappelons au passage que 1. Les humains sont bien évidemment des animaux, du moins en biologie, et que 2. Les êtres humains ne sont pas plus évolués que les autres animaux. Et oui, l'évolution en biologie, ce n'est pas un processus finaliste, il n'a pas de cause finale, et ce n'est pas non plus un processus synonyme de progrès. Une évolution peut être inutile et même néfaste, cela restera une évolution, du moins en biologie. Reste de plus que les classifications scientifiques des espèces peuvent différer selon les cultures, les courants scientifiques, et surtout selon la finalité même de la classification. Il n'existe donc pas une classification, et les boîtes ainsi créées, actuellement les CLAD pour la classification phylogénétique utilisée en sciences, ne sont que de purs concepts destinés à un usage scientifique. On peut alors s'amuser à démontrer que notre espèce, comme toutes les autres espèces, n'existe pas vraiment. Je vous invite à ce sujet à voir cette vidéo de Dirty Biology. Par pur plaisir, on peut aussi citer la crème du journalisme, qui nous le rappelle. Et nous descendons tous du poisson. Quelque chose. Jamais l'oublier.
Ce qui est correct si l'on oublie que les poissons n'ont aucune pertinence quand on parle de l'évolution. Ils ne possèdent pas d'enceinte commun exclusif et par définition leur groupe n'a donc aucune valeur phylogénétique. Les poissons sont une distinction typologique qui n'a plus d'utilité scientifique dans le domaine de la classification de vivants. Si les poissons étaient un véritable groupe, et que ne serait-ce qu'un de nos ancêtres en faisait partie, nous serions des poissons. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne la classification phylogénétique. On ne descend pas du singe, on est des singes, nom vernaculaire vague qui désigne en fait les simiens. Si l'un de nos ancêtres est un eucaryote, alors nous sommes aussi des eucaryotes. Et même dire on descend du poisson, en ayant conscience que ce n'est pas une véritable classe, c'est fallacieux, car ça sous-entend que les espèces actuelles de poissons appartiennent à une catégorie sous-développée qui n'a pas évolué depuis. Comme si les poissons étaient une version en early access de l'homme, sans les DLC. Donc si, contrairement à ce que nous dit ce journaliste, oubliez absolument l'idée selon laquelle nous descendons du poisson, parce que ça ne fait que noyer le poisson. C'est rigolo, ça suffit. Mais le spécisme en fait, est-ce qu'il existe vraiment ? Et oui, car avant d'aller plus loin, il est important d'aborder ici un premier débat concernant l'existence même de cette idéologie. Qu'il soit opposé ou non à discrimination envers les animaux, certaines personnes considèrent que notre société ne discrimine pas selon l'espèce. Je précise ici que le mot discriminer n'a pas de connotation négative. On peut penser que la société a pour critère discriminant la notion de personne, ou d'humain, avec un grand H, une notion liée non à l'espèce, mais aux caractéristiques uniques de celle-ci. Qu'est-ce qui ferait donc l'homme, si ce n'est son appartenance à l'espèce humaine ? Les réponses sont très nombreuses. On définira l'homme, la personne, comme étant pourvu d'un certain type de rationalité, de raisonnement moral, de rhétorique, d'une capacité à s'extraire des règles, à en créer, une capacité à se revendiquer en tant que tel, etc. Pour la majorité de ces critères, dont on abordera l'aspect scientifique plus tard, un problème apparaît. En posant comme prérequis à la supériorité morale ces traits précis, se pose la question des cas marginaux, à savoir par exemple les comateux, certains handicapés mentaux, sans parler des nouveau-nés. S'ils n'ont pas les caractéristiques requises, ce ne sont donc par définition pas des personnes. Et les tuer pour leur nourriture semble alors ne pas être un problème, du moins si on accepte l'idée de tuer d'autres animaux pour leur nourriture. À ce problème, les défenseurs de ces positions ont évidemment des réponses qu'il ne tient qu'à vous de juger, impliquant par exemple la notion de personne modale. Si vous voulez en savoir plus sur ce débat de l'existence du spécisme, que nous ne traiterons pas ici plus longtemps, je vous invite à voir cette conférence de François Jacquet. Attention, celui-ci étant formellement antispéciste et revendiquant donc l'existence du spécisme, il ne s'agit pas d'un compte-rendu objectif des débats philosophiques sur le sujet, mais ça reste une très bonne introduction à la chose. Autre avertissement, certains de ces derniers arguments font pour moi fi d'importants points épistémologiques. Prudence donc, même si vous êtes de son avis. Si comme nous l'avons vu, l'existence même du spécisme est à débattre, des recherches que j'ai faites, il en est sorti que la majorité des personnes s'intéressant au sujet tentent à admettre qu'il est bien réel. Mais si on admet qu'il existe, est-ce que le spécisme pose réellement un problème ? Est-ce qu'il est injuste, finalement ? D'abord, nous avons dit tout à l'heure que la notion d'espèce relevait d'une classification du vivant arbitraire, et qu'appliquer des discriminations fondées uniquement sur ce critère paraissait fondamentalement injuste. Pour ce point, c'est un peu plus compliqué que ça. Les défenseurs du spécisme considèrent que la classification a beau être arbitraire, elle reste une base scientifique suffisamment précise et pertinente pour établir une hiérarchie fondée sur l'unique appartenance à l'espèce. En effet, sans rentrer dans les détails, il faut savoir qu'aucun savoir scientifique n'est absolu. L'idée est parfaitement résumée par Henri Poincaré dans son ouvrage Science et réalité. Au lieu de dire « Saturne sera près de tel point du ciel », nous devrons nous borner à dire « Saturne sera probablement près de tel point du ciel ». Bien que cette probabilité soit pratiquement équivalente à la certitude, ce n'est qu'une probabilité. Dans la conception scientifique, toute loi n'est qu'un énoncé imparfait et provisoire, mais elle doit être remplacée un jour par une autre loi supérieure dont elle n'est qu'une image grossière. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on peut démontrer en remontant génération par génération que les espèces n'existent pas, qu'elles ne pourraient pas, en ce qui concerne le temps présent, être la meilleure manière de tracer certaines frontières morales. La frontière dont il s'agit, c'est bien évidemment celle des humains et des autres animaux. Et contrairement au point de vue énoncé plus tôt, c'est une frontière qui s'assume comme étant spéciste. D'abord, il y a ceux qui défendent l'idée que tuer d'autres espèces animales pour les manger ne serait pas essentiellement injuste. On peut parler par exemple du philosophe Dominique Lestel, qui considère dans son livre Apologie du carnivore que la meilleure façon de s'écarter du spécisme est d'adopter paradoxalement un spécisme, le même que les autres êtres vivants. Les discriminations envers les autres animaux seraient donc une acceptation de l'animalité de l'homme, une leçon d'humilité pas plus spéciste que la nature. Ce serait, selon lui, éthique. Donc la question n'est pas seulement de défendre le carnivore, mais de
faire valoir une sorte de valeur morale ajoutée au fait même de manger de la viande. Absolument, qui est celle de s'assimiler l'animal, de reconnaître que nous sommes des animaux comme les autres, que nous sommes constitués par des animaux et que notre chair peut être de la chair animale. Autrement dit, une espèce de communion avec l'animal. Quand vous faites une apologie du carnivore, vous faites une apologie d'un carnivore civilisé qui discute avec le vegan, qui s'entend avec tout le monde et qui lutte contre l'abattage industriel. Absolument. Oui, c'est un drôle de carnivore quand même. Non, c'est un carnivore éthique. Ouais. C'est le carnivore à venir, j'ai envie de dire. C'est pas un oxymore, ça, le carnivore éthique. Non, c'est pas un oxymore, sauf pour les véganes, justement. Pour ce même auteur, à l'inverse, beaucoup de ceux qui se proclament antispécistes sont eux coupables de spécisme puisqu'ils souhaitent interdire le fait de manger de la viande à tous les humains, mais pas aux autres animaux. De l'autre côté des défenseurs du spécisme, on trouve des militants animalistes, comme la philosophe Elisabeth de Fontenay, qui défend le concept de l'émergence. L'apparition de l'homme aurait été scandée par l'émergence successive des capacités qui le différencient de l'animal. Ce qui caractérise l'homme, c'est sa capacité à se déclarer comme genre humain, à affirmer ses droits, à vivre dans l'histoire. Je suis spéciste. C'est-à-dire que tous mes travaux ont consisté à critiquer de façon très virulente le propre de l'homme. Ma passion pour les animaux, ma considération pour les animaux ne m'empêche pas de marquer une certaine singularité humaine qui, encore une fois, consiste à déclarer le droit et être capable de changer les rapports sociaux. Je suis un être d'histoire, un être historique. Pour elle donc, un humain, qu'il soit ou non doté de capacités cognitives supérieures à celles de certains animaux, reste au-dessus des autres animaux parce que l'espèce humaine s'est élevée. Elle a, d'une certaine manière, quitté le monde animal pour rentrer dans l'histoire avec un grand H, qu'on entend ici dans ce sens. Concernant la question des cas marginaux, qui je rappelle sont les handicapés graves, comateux et autres, ayant moins de capacités cognitives que certains animaux, les prospécismes assument donc totalement le traitement privilégié dont ils disposent. Vous l'aurez sûrement remarqué, nous avons ici escamoté certains points, et nous ne sommes jamais rentrés dans beaucoup de détails scientifiques. C'est parce que la question de ce qui définit l'homme, ce qui le différencie potentiellement de l'animal, et a fortiori ce qui différencie certains animaux du reste des êtres vivants, tout ça n'aurait pas de sens à être abordé deux fois. C'est donc dans la prochaine vidéo que nous nous plongerons plus en détail dans le scientifique, et cela nous permettra d'aborder l'antispécisme. Toujours vous y conviendrez, en tentant de garder une certaine part d'objectivité qui, je l'espère, vous permettra de trouver vos propres réponses à cette question fondamentale. Les animaux, qu'est-ce qu'on en fait? Essayez de partir d'un animal, qu'on ne dira pas même au début. Il y en a un qui pour moi évoque la misère, la tristesse et la laideur aussi, qui est un personnage qui est souvent attirant à jouer. Et puis la mélancolie et l'incompréhension, et c'est pas le singe, c'est le chimpanzé. Un chimpanzé derrière une grille, dans un zoo, si on a le temps, est plein d'enseignements pour après imiter, retrouver des hommes. Bravo le veau!